bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. On est sur Radio Occitanie sur 90.3 et aujourd'hui on a une équipe type très très belle puisqu'on a retrouvé notre défense, notre charnière, c'est l'Adiste avec Yves. Comment ça va Yves ? Et ça va bien, bonsoir à tous. On a un milieu très travailleur avec la feuille de match et c'est, je vous l'ai dit, toujours aussi mieux que le trio batave du TFC. C'est Nathan et Vincent, comment ça va les gars ? Ça va super. Bah, ça va, on coûte beaucoup moins cher surtout. Hein. Exactement. Ouais, c'est toujours aussi mieux que la syntaxe de Camille aussi. Toujours, on l'embrasse. Hein. Lui, sa prof de français qui sait. Encore mieux que Ratao, pas autant suspendu que Rissilé. Il est numéro 10, voire numéro 9. Il représente la feuille de match et les violets.com aussi. C'est Auxence. Comment il va Auxence ? Bonsoir à tous, ça va super. Et notre technicien préféré qui s'embellit de semaine en semaine, c'est Mathis. Comment il va Mathis ? Nickel, j'ai juste très très chaud. Eh Mais ben, bon. nous aussi, je te rassure. Allez les gars, aujourd'hui le programme résultat du centre de formation c'est Auxence qui va nous le faire. On va faire le retour Le Havre TFC avec toujours 100% hack. On aura Gilles qui était déjà la semaine dernière qui va nous faire le retour du match. Ça c'est Nathan qui va nous le faire cette semaine. Ensuite on fera une petite pause musicale. C'est toujours Mathis qui choisit la musique donc n'hésitez pas à l'insulter si ça vous plaît pas. Et le débat, la pyro en test dans le stadium. Là, on appellera Alexandre Roux, du coup, le capot et président des Indians, qui sera avec nous dans l'émission pour nous parler de tout ça. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter, sur le F2M Foot, sur le Instagram, sur la page Facebook de la feuille de match, parce qu'on est quand même en direct sur la feuille de match. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à réagir. C'est Vincent qui lira tout ça. Voilà, messieurs, on est à la 121e émission, si je ne dis pas de bêtises. Et on va enchaîner. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Auxence, les résultats du centre de formation, qu'est-ce que ça a donné ce week-end pour nos pitchouns ? Alors avant toute chose, je tiens à préciser que c'est pas ma chronique, donc je voulais aussi remercier Nathan et les infos de la Binocle quand même. Voilà, il faut préciser ses sources. Je vais commencer par un très bon journaliste. Oh, j'espère. Je vais commencer par les U17 avec une victoire 2-0 contre Rodez avec un doublé de Ruben Belianjou qui reste sur 3 buts en 3 matchs et des passes D signés Araj et Kamate. Pour ce qui est des U19, deuxième victoire consécutive face à Nîmes 1-0 avec un très beau but signé Giacomo Pérez, auteur d'un doublé le week-end précédent sur une assiste du latéral droit Agora. A noter sur la feuille de match la présence de Guillaume Rest qui n'a pas joué et qui a finalement été convoqué avec la réserve. Et du coup pour finir avec la réserve, premier point pris pour la N3 après le nul 1 partout obtenu à domicile face à la réserve de Nîmes avec un but de Tousgar, son 3e de la saison et qui confirme son excellent début d'année. Pour finir, on retiendra la titularisation de 4 joueurs pro, à savoir Cerber, Costa, Diakité de retour de blessure et Himmer, avec en plus Reste sur le banc. Voilà. C'était bien, merci. Des résultats positifs. Ouais, meilleurs que la semaine passée, j'ai envie de dire, non ? Ouais, bon, ça a l'air de repartir un peu de l'avant. Début de saison pour la réserve est un peu poussif, étant donné qu'il y a pas mal de joueurs pro qui sont intégrés, donc la philosophie de jeu aussi n'est pas la même avec les jeunes joueurs, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué le début de saison pour la réserve. Ouais. Avant qu'on appelle Gilles du coup pour faire un petit retour sur le match, un petit mot sur les féminines aussi, du coup qui débutent leur championnat en R1 ce samedi à domicile face à la réserve de Montauban, donc ce sera sur la Next 5 du Stadium. L'objectif est clairement de monter pour les féminines qui étaient en division 2 il y a encore ça avait été stoppé, je crois que c'est l'année l'année Covid, l'année du Covid où les championnats avaient été arrêtés, donc c'est quand même l'objectif pour ce club de retrouver sa place. Ouais, moi ça serait bien qu'elle remonte les féminines du TEF. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Juste une dernière petite news, il y a Branco Van Den Boomen qui a été nominé au trophée UNFP du mois d'août. J'espère qu'il y aura plus de chance que sur le violet du mois parce qu'il n'était même pas nominé. Mais bon, on a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais il est quand même on fire notre Van Den Boomen. Mais si on a fait le tour pour les jeunes, on va appeler Gilles là en direct. Mathis il est en train de composer le numéro et on va le recevoir pour faire le retour du match entre le Havre et le TFC. Mais juste avant, un petit jingle. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Et Mathis, est-ce qu'on a Gilles avec nous ou pas encore ? Alors, bientôt. Bientôt. Donc Mathis, il nous fait du suspense, c'est génial. Donc Gilles va arriver. Nathan, est-ce que tu peux commencer déjà à nous faire peut-être le film du match ? Après, on recevra Pierre dès que Mathis nous le dit, notre ami Gilles.
Bien sûr. Donc on va se rappeler donc pour ceux qui n'ont pas pu voir ce match. Ouais. Du coup, je te coupe parce qu'apparemment il est là. Voilà, on va le saluer alors du coup. Salut Gilles, ça va? Les gars, ça va et vous? Ça va très bien. Mais, merci d'être de retour parmi nous cette semaine pour débriefer ce hack TFC. On va du coup faire rappeler le film du match. Nathan va nous rappeler un peu le petit résumé, les compositions, et après on essaiera de débriefer ça tous ensemble. Ça te va? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc on va se rappeler de ce match d'anthologie du week-end. Voilà, c'était pas le retour de Ronaldo à Manu à voir, c'était quand même ce Havre TFC. Donc on recontextualise. Avant ce match, Toulouse c'est l'équipe en forme du championnat et reste sur 5 victoires consécutives, et avant de se déplacer sur la pelouse du Havre qui n'avait pas concédé de défaite donc cette saison en 6 matchs. Donc on a une équipe toulousaine qui va débuter en 4-3 classique, donc le 4-3 qu'a instauré Montagnier depuis le début de la saison. Donc dans les cages on a Dupé, Dessler et Silla sur les côtés, Rouault et la première de Nicolaisen dans l'axe, Spirix en 6 derrière De Jagereux et Van den Boomen, et devant, en l'absence de Rissilé, c'est Ado Onaiwu qui va occuper l'axe, épaulé par Ngoumou à droite et par Begraoui à gauche. En face, ce sera donc un 4-4-2 du côté du Havre qui va imposer un gros défi physique aux Toulousains durant toute la rencontre. Ce match débute avec une présence havraise aux abords de la surface de réparation toulousaine et un premier frisson sur coup de pied arrêté. Le match s'équilibre par la suite et Toulouse va se procurer donc une première occasion avec un jeu à 3 sur le côté droit. Un centre de Spirings pour une reprise écrasée de Begraoui qui n'inquiète pas Fofana, donc le portier du Havre. Le premier fait de jeu intervient à la 13e minute suite à une montée et une relance de Gibaud, le central du Havre, qui lance parfaitement en profondeur Thiaré. Donc Anthony Rouault va le stopper irrégulièrement en position de dernier défenseur. Donc on se dit, est-ce qu'il est en position de dernier défenseur? Il est quand même Thiaré a l'air lancé à toute vitesse, donc ça peut se discuter, mais l'arbitre ne sort qu'un carton jaune. Donc le coup franc qui suit n'est pas dévié mais frôle le poteau de Dupé. Le TFC ne se demande dangereux que sur coup de pied arrêté, et suite à un corner frappé par Van den Boomen, Begraoui et Silla combinent côté gauche après une superbe du coup passe cachée de Begraoui qui va trouver Silla et qui va malheureusement frapper dans le petit filet. S'ensuit frappé ou centré? Non, il a frappé. Ça a été prouvé. La première réelle occasion du match, ça va être Onaiwu qui va frapper juste à côté de la lucarne, une frappe déviée par le défenseur havrais. Et sur le corner, c'est ce même Onaiwu qui va débloquer le score. Donc, la copie conforme du but de Valenciennes d'ailleurs. Exactement, sur corner. Deuxième poteau, boum. Puis ça, bonne connexion entre Van den Boomen et Onaiwu. Donc 6e passe décisive de la saison pour Van den Boomen et 3e but pour Onaiwu. C'est bien pour les stats. Donc derrière, à la mi-temps, le Havre va se procurer une dernière occasion avec une frappe de 25 mètres déviée par Dupé. Donc au retour des vestiaires, on a le Havre qui revient avec des meilleures intentions. Donc après un centre venu de la droite, c'est Rouault qui va se trouer et laisser le champ libre à Boutaïb pour ajuster Dupé. Donc à l'image d'un penalty, il choisit son côté. Heureusement pour lui, c'est le bon et il peut repousser l'attaque havraise. Très mal joué de Boutaïb quand même. Très mal joué. On va en venir. Fait de jeu, acte 2, à la 60e minute, Boutaïb sort du terrain et va régler ses comptes avec un supporter et être exclu par l'arbitre. Étant donné que le changement avait eu lieu, ça n'aura aucune incidence sur sur la potentielle infériorité numérique havraise. Les esprits vont s'échauffer pendant 5 minutes et lorsque le jeu reprend, le remplaçant de Boutaïb, donc Quentin Cornette, va frapper un coup franc de 25 mètres, un petit peu à la mode de Juninho comme il le faisait à l'époque, bien fouetté. Donc ça va tromper Dupé. Ensuite, il y aura une dernière frayeur côté havrais avec un fait de jeu, donc le 3e du match sur une main qui aurait pu potentiellement être sifflée. Qui aurait dû être sifflée. Et donc ce match va s'achever sur le score de 1 partout. Donc messieurs, qu'est-ce que vous a inspiré ce match? Et on va commencer par Gilles du coup pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il en a pensé. Pas les amis que quand j'ai vu Jean-Pascal Fontaine dans la composition du Havre, j'étais à 2 doigts de vous appeler vous dire finalement c'est Romain qui va faire. C'était loin d'être ce que j'avais prévu et ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc ça partait déjà sur des mauvaises bases, mais au final le match a été... On t'entend plus. Gilles, est-ce que tu es toujours avec nous? Il y a de la friture sur la ligne Pas sur le port du Havre. Gilles, est-ce que tu es encore avec nous ou pas? Donc on a perdu Gilles. C'est pas ma faute.
On a C'est donc lui qui s'est frappé en tribune du coup. Non, on a perdu Gilles. Mathis, c'est de le rappeler au pire pour voir. Les gars, vous, côté toulousain, on en a pensé quoi? Yves, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Écoute, c'est des matchs un peu compliqués, retour de trêve internationale, avec des suspendus et au final, un match dans la lignée des prestations précédentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas flamboyant, mais on fait le taf. Après, j'ai trouvé qu'en seconde mi-temps, on a un peu trop laissé jouer les Havrais. Je sais pas pourquoi, ça s'est un peu déréglé côté toulousain. On a senti moins de maîtrise, un peu de fébrilité, un peu de difficulté dans les actions. Et au final, c'est pas un si mauvais match que ça. Avec on a vu quelques joueurs qui ont démontré des choses intéressantes par moment. Ça a été relativement irrégulier sur tout le match. Des joueurs qui jusque-là étaient très bons et qui ont raté leur match. Je pense en particulier à Rouault, qui a fait certainement son plus mauvais match de la saison. J'ai bien aimé Nicolas Hyssen sur certaines transversales et relances où il a su trouver des mecs sur des transversales de 30-40 mètres. C'était plutôt intéressant. Begraoui a fait qu'en première mi-temps quelques actions plutôt pas mal, on le sent, avec plein de sang-froid sur son contrôle, mais un mauvais choix derrière sur sa première frappe. La passe cachée qu'il fait pour Sylla est assez exceptionnelle, et on sent que là il y a eu du boulot avec aux entraînements, parce qu'on sent qu'il sait absolument que Sylla est là et il n'y a pas d'hésitation. En fait, il sait que s'il la met là, il y a quelqu'un pour la réceptionner. Donc voilà. Et Dupé qui a sorti un match assez énorme. Et si autant l'année dernière on était souvent, surtout en début de saison, circonspect sur ses performances, là il est plutôt sur la lignée de sa fin de saison et très très rassurant. Donc voilà, après on prend un point au Havre, ça fait une moyenne de 4 points pris sur 5 possibles. Si on garde ce rythme là jusqu'à la fin de la saison, je pense que ce sera dur de nous empêcher de monter. Auxence, Nathan, je sais pas, Nathan, tu veux dire un truc? Ouais. Non, je dis, il y avait pas mal de réactions en disant que c'était un des matchs les plus dégueulasses de la saison. Certes, ça n'a pas été flamboyant dans la construction offensive, on sent qu'il y a encore du travail. J'invite les gens qui ont dit ça à re-regarder TFC Valenciennes et TFC Bastia. Exactement. Mais la différence, c'est qu'on s'impose sur les deux rencontres que tu as dit. Mais après, non, j'ai trouvé qu'il y avait. On a eu cette solidité aussi. On a laissé plus venir les Havrais en seconde mi-temps. En première mi-temps, c'était assez équilibré, mais on a senti qu'en seconde, on les laissait un petit peu plus jouer. Ils avaient plus de facilité à se trouver entre eux, plus d'impact physique aussi. On avait plus de mal à relancer, à poser le jeu, à faire des actions construites. Mais il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont prendre des points au Havre cette année, qui est quand même une équipe pour moi du top, top 8 de Ligue 2. Donc personnellement, il y a eu des choses intéressantes aussi. Le Begraoui qui a été plus en vue en première mi-temps, on va dire, avec quand il combinait avec Sylla, qui s'est un peu effacé. Bon, j'ai envie de dire comme tout le reste de l'équipe en début de seconde mi-temps. Mais dans l'ensemble, je me dis il y a du progrès, on le sait très bien. C'est rageant de voir que des fois, on n'est pas capable de créer autant de jeux qu'on aimerait voir. Mais pas mal de déchets, mais c'est des matchs qu'il faut ne pas perdre. C'est ce qu'on a fait. Mais exactement. On note un peu ce que je disais en début de saison, c'est-à-dire que c'était un peu ma crainte d'avoir des difficultés en fait, on est dans un faux rythme sur tous les matchs où on gère notre affaire tranquillement. Et là, au moment où il aurait fallu mettre un coup de collier et passer sur un rythme un peu supérieur, parce que je pense que sur les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à présent, le Havre, c'était la meilleure. Donc à partir de là, on n'a pas su passer ce petit rythme supplémentaire et ce petit coup de collier et cette petite phase de maîtrise technique et collective qui nous aurait permis de remporter ce match. Et on a laissé au contraire les Havrais, alors est-ce que c'est conscient ou inconscient sur la seconde mi-temps, se remettre dans le match, reprendre confiance et
et se sauver alors qu'ils ont eu plusieurs occasions où heureusement que Dupé fait des arrêts quasi miraculeux. C'est sur une action, j'ai envie de dire presque anodine, où on se fait punir parce que le coup franc n'a pas l'air si dangereux que ça, mais j'attends quand même de voir si Cornet est capable d'en mettre d'autres comme ça sur la saison, ou si c'était un coup de chance, parce qu'il est magnifique. Peut-être le placement de Dupé aussi sur l'appui. Attends 2 secondes, parce que normalement on a retrouvé Gilles. Est-ce que Gilles, tu nous entends? Oui, je peux te dire, c'est pas un coup de chance, il sait très bien les tirer les Mais écoute, on verra durant la saison. De ce qu'on dit, pour te résumer un peu, Nathan et Yves, c'est que on a eu une équipe toulousaine qui était là, qui a eu du mal à accélérer un peu le jeu, mais qui a eu quand même un bon résultat. Et ce qu'ils ont souligné surtout, c'est que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont prendre des points à Océane cette année. Est-ce que tu rejoins leur avis, toi, du côté de l'autre côté, j'ai envie de dire? Si l'état d'esprit qu'on a vu hier soir est présent à tous les matchs, oui, il n'y a pas grand monde qui prendra des points à Océane, c'est certain. Ça manque encore un petit peu de constance des fois, mais au niveau de l'envie et de l'état d'esprit, c'est là. Mais bon, d'un autre côté, je m'inquiète pas pour le TEF. Il y aura, à mon avis, pas mal de stades où au contraire vous allez prendre des points, parce que même si vous avez l'air moyennement emballé, moi j'ai trouvé que c'était pas dégueulasse quand même, et que ça voyage pas si mal que ça. Ouais, mais est-ce que tu trouves pas, tu sais, moi, c'est que j'ai la sensation, et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois sur le début de saison, qu'en fait, on s'est mis sur un niveau où on pense que c'est suffisant pour la Ligue 2, et que justement, on est sur une espèce de faux rythme où on arrive, où le TEF a du mal à accélérer en seconde mi-temps, où il aurait fallu qu'on en mette un peu plus dans l'engagement, un peu plus dans la vitesse pour pouvoir surclasser le Havre. On n'a pas eu la capacité de le faire parce que depuis le début de saison, on n'a jamais justement essayé de passer ce cran supérieur, et qu'on a cette espèce de faux rythme où effectivement, pour ne pas perdre en Ligue 2, c'est bien, mais pour gagner face par exemple au Havre, qui est pour moi l'équipe la plus consistante et la plus homogène qu'on ait rencontrée cette année, avec un petit bémol sur votre côté gauche qui a été très très en difficulté tout le match. Le reste, c'est plutôt costaud et ça tient plutôt bien la baraque quand ça met l'intensité que ça a mis hier soir sur le terrain, quoi. Et pour que tu puisses de toute façon maintenir un haut niveau, c'est juste de la constance dans les actions et dans les demi-temps. C'est le problème que tu as en Ligue 2, c'est pour ça qu'on est en Ligue 2, parce que si les équipes pouvaient maintenir un niveau d'intensité élevé tout le match, normalement elles seraient pas en Ligue 2, elles seraient en Ligue 1. Et tu auras toujours de toute façon dans les équipes, même parmi les meilleures, des temps forts et des temps faibles, et celles qui vont être en haut du classement sont celles qui vont minimiser ces temps faibles. Et puis ensuite, tu peux aussi tomber sur un adversaire comme hier qui est capable de vous résister et de vous donner du fil à retordre. Donc c'est aussi, il faut que pour pouvoir maintenir son niveau, il faut qu'en face ça soit plus faible. Mais si ça se rebelle et que ça décide de jouer un peu au football, aussi bon que tu sois, il faudra faire le dos rond et puis essayer de ne pas prendre de but. C'est arrivé hier, peut-être pas en plus sur l'occasion la plus franche, mais est-ce qu'au final le match nul entre les deux équipes hier, il était pas normal, vu qu'il y a quand même eu une opposition de deux blocs pour rentrer dedans, et à la fin il n'y en a pas un qui a été capable d'assurer un certain niveau dans la durée pour battre l'autre, parce que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Si le TEF en met un deuxième rapidement, c'est terminé, mais d'un côté tu laisses la deuxième mi-temps au Havre, donc nous derrière on va égaliser, et peut-être que derrière ça peut sourire. Puis on va revenir quand même aussi sur l'action de la 13e, où vous avez quand même petit avantage arbitral qu'il a reconnu lui-même après, qu'il s'est trompé, que ça méritait rouge, et qu'à 10 contre 11 pendant 75 minutes, c'est peut-être pas la même. Tu parles de l'action de Drouot ? Tout à fait. Alors on va y revenir juste après, parce que je pense qu'il y en a qui sont pas d'accord autour de la table, mais juste on a des réactions des supporters qui nous suivent, et après on revient sur cette action, parce que je pense que ça va faire un petit peu débat. Oui, justement, puis je pourrais te faire une petite transition sur ça. C'est une des réactions de supporters, justement. Sur le Facebook Live, par rapport au match, on a Anaïs. Pour elle, elle a vu pas mal de précipitations chez des équipes. Pour Johan, sur la première mi-temps, on aurait dû tuer le match. On n'a pas été réaliste, mais c'est un bon point de prix.
Anaïs parle aussi de Nicolas Hyssen, par exemple, qui n'a pas trouvé foufou, mais qui a à voir sur les autres matchs. Premier match. Amaury, par exemple, pour lui, l'arbitrage était catastrophique en tout point. D'habitude, je le cite, d'habitude, je râle sur le jeu et on me dit ouais, mais on gagne. Mais quand on gagne pas, c'est vraiment frustrant. Heureusement, il y a Dupé qui est transformé depuis l'arrivée de Barthez. Il enchaîne ensuite sur Rouault. Pour lui, Rouault mérite le rouge, c'est scandaleux. Mais je tiens à dire que ça s'est emballé sur lui cette saison, alors qu'on a vu ses carences l'année dernière. Surtout, il faut le laisser progresser tranquillement et il est sur le bon chemin. Mais restons prudents avant de s'emballer et de se débarrasser des autres défenseurs. Donc Gilles nous dit que ça mérite rouge. Yves, tu me l'as expliqué tout à l'heure en off. Toi, tu n'es pas forcément d'accord, mais tu disais que peut-être le rouge n'était pas si scandaleux non plus. S'il y a rouge, effectivement, c'est pas scandaleux. Après, l'interprétation, il faut pas l'oublier. Gaël Angoula était défenseur et donc il a très certainement jugé cette action de l'aune d'une vision de joueur. Et si tu prends effectivement la distance par rapport au but, donc par rapport au but, tu te retrouves sur un cercle. Et si tu prends cette distance-là, il est plus dernier défenseur. En effet, c'est le dernier défenseur vis-à-vis de la ligne de but. Vis-à-vis de la ligne de sortie de but, mais vis-à-vis du but, non, absolument pas, puisque Nicolas Hyssen est encore en capacité de revenir. Donc je trouve que, pour moi, dans l'esprit, je trouve que c'est plutôt que le jeune n'est pas idiot sur un positionnement comme ça. On n'est pas sur un déboulé plein axe où il y a effectivement plus personne qui peut intervenir. Après, voilà, c'est à l'interprétation des arbitres, mais je pense que sur des actions comme ça, un jaune suffit. Et je dis pas ça parce que c'était contre nous. Ce serait dans n'importe quel cas, si l'arbitre sort un jaune, je trouve que dans l'esprit c'est plutôt pas mal, même si comme l'a dit notre auditeur, la prestation de Gaël Angoula est assez mitigée du début à la fin, puisque si on a de la chance sur cette action-là du point de vue de Gilles, j'aimerais lui demander ce qu'il a pensé de la main en fin de match. Est-ce qu'il considère là que c'est normal ou que le Havre a eu de la chance? Gilles, avant que tu répondes, Auxence, qu'est-ce que tu as pensé de cette action? Toi, tu rejoins quel camp? Il n'y a pas vraiment deux camps, mais quel est ton avis plutôt? J'avoue que le rouge, moi, ça ne m'aurait pas paru scandaleux. Le problème de ce match, c'est que c'était un match tellement bizarre, tellement difficile à analyser que il y a eu des faits de jeu qui ont émaillé la rencontre et que ce soit des deux côtés. Donc je pense que des deux côtés, on peut s'estimer un peu lésé. Donc moi, je m'attarderai pas là-dessus. On a compris de toute façon que l'arbitrage avait été très très moyen. Donc même au-delà de ça, je trouve que le 1 partout reflète bien le match et je pense que c'est pas... Oui, tu rejoins un peu ce que disait Gilles du coup. Ouais. Pour le potentiel rouge aussi, ce qui peut induire en erreur, c'est qu'on a l'impression qu'il va le bouffer en vitesse à Nicolas Hyssen aussi. On sent qu'il arrive lancé. Ouais. Donc c'est pour ça que je me dis que le rouge ne me paraissait adapté à la situation, parce que pour moi, il filait au but, même si je suis d'accord avec toi Yves, il y a la possibilité, il n'est pas totalement en plein axe, il peut revenir sur lui. Mais je sais pas, à vitesse réelle, on a l'impression qu'il va se présenter face à Dupé directement. Donc. Gilles, est-ce qu'on t'a convaincu? Si vous considérez qu'il n'y a pas rouge là-dessus, moi je vais considérer qu'il n'y a pas main. Non, on n'a pas dit ça. On a dit que le rouge n'aurait pas été scandaleux, mais que la sensibilité de l'arbitre de mettre le jaune à ce moment-là du match n'était pas non plus incohérente. Ouais, juste pour info, Gaël Angoula a reconnu dans les vestiaires qu'il s'était trompé. Sur la main ou sur le rouge? Sur le carton rouge. Il aurait dû sortir rouge. C'est une des premières questions qu'on lui a posées. Donc tu nous fais une vraie réponse de Normand, t'évites de nous répondre sur la main, quoi. Si toi, Dom, de la même manière, si vous considérez qu'il n'y a pas rouge, moi je vais considérer qu'il n'y a pas main. Mais bon, on va pas épiler. Oui, non, c'est des faits de jeu. De toute manière, ça fait partie aussi du match. De toute façon, un jour, il faudra quand même que Gaël Angoula, qui est né au Havre, arrête d'arbitrer le Havre, même s'il est d'une autre ligue, parce qu'à chaque fois, de toute façon, pour prouver qu'il n'est pas vrai, il y a toujours des problèmes de notre côté. Tu penses que ça a joué? Parce que c'est vrai que ça fait un scandale, alors, j'exagère. Ça a été mis sur certains réseaux et tu penses que ça a joué contre votre faveur Oui, parce que c'est pas la première fois. À chaque fois que Gaël Angoula arbitre le Havre, de toute façon, il doit prouver que oui, je suis né au Havre, mais que je suis pas pour le Havre, donc il met le coup de barre de l'autre côté. À chaque fois, on se fait avoir. Nathan qui a préparé cette émission, mais que... C'est bien le seul, hein. Oui, exactement. Mais Paul Le Guen qui a déclaré que Toulouse ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Tu es d'accord avec ton coach, Gilles? Il y a eu quelques occasions quand même. Hein.
il y a eu quelques occasions quand même, mais est-ce que par contre Sega Fofana a eu beaucoup de fois à intervenir? Ça, c'est peut-être autre chose. Il y a une stat qui est sortie sur les réseaux, je sais pas si vous l'avez vu les gars. Le TEF avant le but de Ado, c'est je crois 6 tirs et 4 cadrés et en 34 minutes, et genre après ça c'est 7 ou 8 tirs ou 9, je sais plus exactement, j'ai pas exactement les chiffres, et 0 tir cadré. Après tir cadré, si on considère que le tir de Begaroui c'est un tir cadré, oui, je parle que c'est un tir déjà. Oui. Non, mais en termes d'occasion franche, on en a eu moins que les Havrais. Ouais. On a été réaliste sur l'une des seules occasions qu'on a eues. Il y a eu des mouvements sympas en première mi-temps, hein, comme je disais avec les dédoublements de Silla et Begraoui, mais ça manquait de justesse, tout simplement. Comme souvent. Oui. Gilles, tu t'attendais à ça de la part du TEF ou pas, ou tu as été un peu déçu de l'équipe qui était non, pas déçu. Ensuite, je suis pas tous les matchs du TEF, donc je peux pas juger. Mais sur ce match-là, l'impression d'ensemble qui est plutôt sympathique. Oui, c'est assez conforme, et on voit à peu près le niveau où ça peut monter une fois que ce sera huilé. Il faut juste et quand les ajustements seront faits. Oui, ça va être très sérieux d'ici jusqu'à la fin de saison. Donc oui, moi je suis pas plus étonné que ça du niveau. Et par rapport à ton équipe, plutôt enthousiaste? Oui, moi c'est toujours de l'envie, avoir une équipe comme ça qui se bat et qui donne tout ce qu'elle peut donner pour essayer de recoller au score, voire même d'essayer de gagner. Ce qui nous a tellement manqué ces dernières années, là, il y a une transformation qui s'opère, et il y a surtout le public à reconquérir, qui a été excessivement déçu ces dernières années. Donc c'est sûr qu'avec des prestations comme ça et une équipe qui montre des valeurs comme ça, ouais, le monde va revenir au stade facilement et indépendamment des résultats. Ouais, en fait, quand on a vu ce qui s'est passé avec Boutaïb, regagner le public, ça risque d'être compliqué, et surtout, j'ai l'impression du côté des joueurs, parce qu'il y a quelques joueurs qui ont l'air assez remonté et assez tendu quand on voit le comportement de Gibaud derrière aussi. Ça respire pas la sérénité, alors que à ce moment-là il y avait absolument pas de raison de se mettre dans ces états-là. Est-ce que tu as eu un peu plus d'infos sur ce qui s'est passé? Parce que la réaction de Boutaïb, elle est assez incroyable et incompréhensible en fait. Boutaïb a été très fortement insulté. Moi j'avais mis sur les réseaux, j'avais peur que ce soit des insultes racistes. Sur ce qu'on m'a confirmé, non, ça n'en est pas, mais il s'est fait traiter de tous les noms, il s'est fait traiter de gros nuls, et c'était voulu de la part du triste sbire qui a fait ça, étant donné il a sorti, même apparemment, sur ce que j'ai entendu, vu que m'a relaté des choses de personnes qui étaient tout proches. Ça dit, c'est un sudiste, il a le sang chaud, et vu qu'il est con, il va venir. Il n'a malheureusement pas eu tort sur ce coup-là, mais on va pas dire que c'est l'intelligence qui a brillé à tous les étages à ce niveau-là. Et concernant Pierre Gibaud, ça j'ai eu la confirmation. La seule chose qu'il a dit à Montagnier, c'est t'es pas d'ici toi. Voilà, c'est la seule chose qu'il a dit. Donc quand Montagnier parle d'insultes, il a été professionnel avant. Si ça pour lui c'est des insultes, je pense qu'il joue très bien la comédie. Alors après, je suis pas sûr de moi, mais j'ai cru comprendre en fait la nature en fait de l'incident entre Guibaud et Montagnier. Je crois que Montagnier en fait comprend pas pourquoi les Havrais sont pas à 10 contre 11, et en fait les Havrais lui font comprendre que Boutaïb est déjà sorti, et en fait je pense que ça commence à chauffer de là, parce que Montagnier comprend pas que qu'il n'y ait pas une exclusion en fait définitive, une infériorité numérique, et ça part de là en fait, je crois. Enfin, en tout cas d'après les audios de l'enregistrement, on entend il était dehors et tout, donc je pense que c'est ça. D'accord. Déjà son remplaçant était là, donc de toute façon le remplacement était acté. À partir du moment que le remplaçant est sur le terrain, le remplacement est acté. 15 secondes plus tôt, effectivement, le Havre aurait joué. Bon, ça prouve que Montagnier comme nous il regarde pas les matchs, hein. Ou qui connaît pas les règlements, ce qui est peut-être plus probable. Ah bah ça, il y en a plein qui connaissent pas forcément les règlements. Est-ce que pour toi, est-ce que pour vous, et là je vous la pose à tout le monde les gars, est-ce que c'est pas le tournant du match, un peu cet événement ou ce non-événement? Bah, t'as 5 minutes de flottement. Je sais pas si c'est sur le coup franc. C'est juste après. Non, le coup franc il sifflait juste après l'incident ou pas?
2 minutes après. Ou c'est au moment. Ouais, ok. Non, je crois que c'était au moment du changement qu'il y avait le coup franc. Non, c'est après. Non, c'est forcément ça y joue. 5-6 minutes de flottement, t'as un peu des tensions. C'est que tu lâché quand même un peu avant, quand même. Si c'était cette on a lâché le match depuis le retour de la mi-temps. Je pense pas que. Comme souvent, ça ait beaucoup de. Non, mais je dis ça accélère peut-être le processus où on a lâché carrément. On n'a pas lâché le match, mais on était moins dedans qu'en première. Et je pense forcément quand t'es joueur de foot et sur le terrain, t'as un peu des tensions, tu sens que t'as une équipe en face qui revient avec des meilleures intentions qu'en première. Je pense que ça te fait douter aussi, ça te fait un peu reculer. Je pense que ça y a joué. Ça explique pas tout, mais ça y a joué. Auxence, avant que Gilles nous donne son avis. Oui, même je pense que ça a coupé le match complet parce qu'à partir de là, on a senti que les deux équipes se contentaient du nul et qu'il n'y avait pas forcément plus de. À voir Toulouse, qu'il n'y avait pas de changement offensif et tout. J'ai l'impression que les deux équipes se sont contentées du résultat et que finalement, un partout, c'était bien pour tout le monde. Donc, il y a surtout eu, bizarrement, et peut-être que c'est lié à l'énervement et que les joueurs ont eu peur de mettre trop d'engagement et de se faire sortir. Il n'y a plus d'engagement du tout à partir de ce moment-là des deux côtés. Ça a vraiment, on est tombé dans une espèce de faux rythme complet où il n'y avait plus d'intensité, personne n'osait plus mettre le pied, ça se regardait un peu jouer à la baballe et on a vu ça jusqu'à la fin du match en fait. Gilles, est-ce que tu es d'accord avec les chroniqueurs pour que ce soit du coup le tournant un peu du match, cet événement de Boutaïb? C'est surtout la deuxième mi-temps parce que au final c'est côté pile, côté face qui revient. T'en as un autre, t'as Boutaïb, encore lui qui a 48e qui tergiverse à s'y mettre du but. Ah oui, on le revoit sur le ralenti, il dit je vais l'avoir, je vais essayer de la placer le mieux possible. Alors que si c'est vraiment un vrai buteur, il n'est pas et qu'il le reconnaît. Si c'est un vrai buteur, il voit le ballon qui traîne, il met une praline dedans sans se poser, ça va t'attaquer, mais il a eu son tir d'opportunité. T'as Boutaïb et... On t'entend pas plus très bien, Gilles. Essaye de bouger un peu. Ça aurait pu, de toute façon, ça aurait pu être n'importe quand en deuxième période. C'est la deuxième période au général qui fait le tournant. Je suis d'accord sur le fait qu'après l'égalisation, on sentait bien que de toute façon, le moindre tacle appuyé, ça aurait pu finir en rouge. Donc peut-être que les gens se sont dit, allez, on se calme, chacun a pris son point, ce sera pas si mal, et on repart comme ça face à un adversaire qui nous a donné assez de fil à retordre des deux côtés. Messieurs, rapidement pour... Sinon... Messieurs, rapidement pour finir, je voulais dire quelque chose, pardon. Les tops, les flops, on va faire des deux côtés. Gilles va nous faire les Havrais, nous on va faire les Toulousains rapidement. Vous mettez qui dans vos flops et on terminera sur les tops comme ça. Dans les flops, côté Toulousain, Rouault qui a été très très en difficulté. Après il y a eu des matchs moyens, mais je pense qu'il n'y a pas de réel flop. Il y a des joueurs que j'ai pas envie de mettre en flop passer leur premier match. Je pense à Nicolas Hyssen qui n'a pas été flamboyant, mais il n'y a pas eu non plus d'erreur si fondamentale que ça, contrairement à celle de Rouault. Donc voilà, mais même Rouault, c'est un petit flop. On va dire que par rapport à ce qu'il a montré depuis le début de saison où il taillait patron, sur ce match-là, c'est peut-être lui pour moi sur le terrain le plus mauvais Toulousain, en tout cas celui qui a fait le plus d'erreurs personnelles, j'ai envie de dire. Un autre flop les gars, Moi je partage quand même l'avis de Yves, j'allais rebondir sur les tops. Attends, on va faire les flops Havrais, comme ça on fera les tops ensemble. Gilles, toi tes flops côté Havrais, je pense que ça va être Boutaïb, non? Boutaïb. Pour moi c'est vraiment Boutaïb qui va être en flop, tant par le loupé qu'il a eu en début de deuxième que pour son exclusion regrettable, évitable et stupide malgré le flot qui s'est pris dans la figure. Pour le reste, j'aurais tendance à dire Paul Le Guen pour sa composition étonnante avec Jean-Pascal Fontaine titulaire alors qu'il n'a pas joué depuis 5 mois. Mais ensuite, d'autres flops, pour moi, il n'y en a pas. Moi, j'aurais mis votre latéral gauche quand même, qui a été très 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 en difficulté face à Nathan Ngoumou et au déboulé de Dessler, où il a toujours été dépassé. Mais Nolan Mbemba, c'est pas un latéral, c'est pas le problème. Il se reconvertit là depuis récemment. Il joue latéral que depuis le début de la saison. Donc ok. On sait que ça va être compliqué, mais vu qu'on ne trouvera personne pour le reprendre à son poste, il faut essayer de recycler avec les moyens du bord. Donc on le tente.
on a eu Somalia. Nous. C'est quand même Edouard Philippe, le gros flop du Havre, mais après je vais pas dire. Pas de politique s'il te plaît. Les tops côté toulousain est rapide. Vos tops les gars. Moi j'en ai 2 à sortir. On est où Dupé? On est où On a eu Dupé, 10 Spearings, un par ligne. Vandenboomen aussi quand même. Voilà, du coup on en a 5 tops. Ce que j'ai pour Anaïs, pour Amaury, pareil, les 2 minutes toulousains, Dupé qui ressort. Boutaïb pour l'ambiance aussi, l'ami Amaury. Moi j'ai des arguments si tu veux. Mais vraiment rapide. Ouais. T'as 10 non, secondes. Spearings, je trouvais quand même, il en voulait plus, il était plus dedans. Il est plus juste aussi techniquement. Et on a eu parce qu'il monte en régime depuis maintenant, depuis qu'il est arrivé. Voilà. Tes tops, Gilles. Cornette, Local et Baldé pour une première titularisation à la maison qui en promet d'autres sympathiques. En tout cas, on va finir cette chronique sur ça. Gilles, on te remercie d'être venu. Donc, on répète, c'est actu.fr. On vous retrouve HAC. Oui, HAC. Oui, Actu, HAC, exactement. Votre site, vous suivez toute l'actualité du Havre, avec 100% Havre aussi sur Twitter, c'est ça, je me trompe pas? Actu_FR. Ben voilà, parfait. Et j'ai envie de te dire, on se voit au match retour si ça vous dit. Eh ben, on se dit comme ça. À bientôt les gars. Allez, ciao Gilles, merci va, beaucoup. cool. On va passer tout de suite au débat, la pyro qui est en test dans le stadium. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Et on va accueillir Alex avec nous, capot des Indians, c'est président. Ça va Alex? Ça va. Notre correspondant duplex du stadium. Exactement. Comment tu vas? Ben ça va, la forme. La connexion est déjà meilleure qu'en Normandie. Il y a moins de trajets. Bon Alex, comme tu as pu le voir, nous sommes à la bourre, mais ça tu en as l'habitude parce que tu as déjà fait plusieurs fois l'émission et tu sais comment on fonctionne. On va parler de la pyro qui est en test dans le stadium pour ce match entre Toulouse et Grenoble. Donc le vendredi 10 septembre, le stadium a été choisi par LFP pour expérimenter l'utilisation de fumigènes et d'autres engins pyrotechniques. Au total, on va avoir 16 supporters dotés d'équipements de protection avec une mobilisation dans une zone sécurisée prévue à cet effet dans le virage brise bien sûr pour animer l'entrée des joueurs et sous l'encadrement et la responsabilité d'un artificier professionnel. Je tiens juste à dire que ce n'est pas la première fois que ce genre d'initiative est faite puisque Angers l'a fait il y a très peu de temps pour célébrer un anniversaire de leur groupe. Alex, déjà, toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment se sont déroulées ces négociations, j'ai envie de dire, comment on en est arrivé là, que le stadium choisit en tant que stade test? Nous, ça a été vu avec le club en début de saison, même un peu avant le début de saison. Donc, le club nous a proposé de monter le dossier en fait pour être stade test. Nous, forcément, on a accepté par rapport à notre position où on a été les premiers touchés par la répression abusive envers ceux qui craquent des fumigènes. Donc on ne pouvait pas refuser de mener une expérimentation pour poser peut-être les premiers pas de ce qui sera peut-être une évolution peut-être des lois ou des législations, enfin, en tout cas une évolution des mentalités par rapport aux fumigènes. Donc le club a monté le dossier depuis le début de la saison et on se retrouve à pouvoir mener cette expérimentation ce week-end. Alors si je peux reprendre un peu l'historique, en fait, on avait commencé avec donc les Indians et la DIST a évoqué le sujet dès l'affaire de TFC Dijon avec l'ancienne direction, où on avait commencé à évoquer avec le SLO que ça serait bien qu'on avait un stade qui justement grâce au parvis en bas de tribune pouvait s'avérer être très favorable pour ça. Ça n'avait pas avancé même si l'ancienne direction avait été OK
pour travailler sur le sujet, mais ça n'avait pas avancé plus que ça. Et c'est vrai que dès que la nouvelle direction est arrivée, la question avait été reposée lors de la première réunion dirigeants-supporters, et on leur avait évoqué cette possibilité de créer justement un test avec l'architecture qui, pour une fois, l'architecture du stadium qui est favorable à quelque chose pour les supporters. Parce que c'est vrai que c'est pas un stade qui est très adapté, et donc le club a mené le dossier de son côté pour amener ce dossier jusqu'à sa finalisation. Quel rôle vous avez joué, vous, les Indians, Alex, dans tout ça? Alors, on va pas se mentir, pour la création du dossier, c'est le club qui a tout fait auprès de la Ligue. Nous, on va juste expérimenter ça. Donc, il y a après, on peut en parler aussi. On s'est entendu avec le club en début de saison pour qu'il n'y ait pas de craquage avant cette expérimentation, pour pas que le dossier soit remis en question. Parce que apparemment, il a dit que s'il y avait des craquages sauvages, ça pouvait remettre en question le dossier. Donc là, nous, on s'était entendu pour ne pas craquer jusque-là. Ok. Et par rapport à ça, comment vous l'accueillez, ce test entre guillemets au stadium? C'est une bonne chose, hein. Ça aurait été totalement inimaginable il y a encore peu de temps, mais faut savoir que c'est qu'une expérimentation et que les contraintes qui y sont liées, pour le moment, ces expérimentations, c'est pas ce qui va nous faire renoncer à craquer comme on l'entend, comme on le fait habituellement. Là on n'a pas craqué depuis le début de la saison, mais maintenant, l'expérimentation, c'est un premier pas. Elles vont peut-être mener à d'autres expérimentations qui seront un peu moins contraignantes, on va dire. Mais c'est pas pour autant qu'on va abandonner nos craquages. Et c'est quoi d'ailleurs les prérogations là, pour craquer samedi? Alors, donc les 16 craqueurs qui seront du groupe, ils vont devoir suivre une formation le matin du match avec un artificier. Sur le placement de ceux qui craquent, on n'a pas eu le choix, c'est en bas du virage, et ils doivent tous être espacés de 3 ou de 5 mètres, je sais plus bien, et ils doivent porter des gants et des lunettes de protection. D'accord. Et est-ce que, là, je m'adresse un peu à tout le monde, je vais faire un petit aparté, est-ce que vous pensez que suite à cette expérimentation, c'est possible, je dis bien c'est possible, on va être utopique, que dans les stades, on a des mecs qui vont arriver avec des gants, des lunettes et qu'on fasse des craquages un peu plus réguliers? Alors non, pour une bonne et simple raison, puisque ce qu'on n'a pas dit pour le moment, c'est que le craquage est autorisé parce qu'il a lieu à l'entrée des joueurs, et que donc il risque pas de nuire aux images télévisées, à la visibilité télévisuelle avec un brouillard sur le terrain. Donc pour le moment, la plus grosse contrainte et le plus gros empêchement à ce que des fumigènes soient craqués pendant le déroulement de la rencontre, c'est vraiment le point de vue des diffuseurs télévisuels qui veulent bien avoir des fumigènes dans le stade pour pouvoir diffuser les images, mais à la condition que ce soit absolument en dehors du déroulement du match, pour ne pas risquer de nuire à la pseudo-visibilité du match. En soi, c'est une bonne idée, mais je pense que d'un point de vue des supporters, ça doit un petit peu... on se dit que ça gâche une spontanéité... une émotion une émotion du moment. Après, moi, c'est une super idée, je trouve. Quelque part, les instances s'ouvrent, on va dire, écoutent les supporters et sont prêts à développer de nouvelles choses. Donc c'est quand même une bonne chose qui est de la communication sur ce point-là. Mais voilà, je me mets du côté des supporters, des Indians et des ultras en général, où je me dis qu'on a peut-être envie des fois d'avoir un côté spontané dans le match et pas forcément être cadré au début en attendant l'entrée des joueurs. Voilà. Mais sinon, l'idée est bonne, je trouve. Ouais, tant qu'il n'y a pas d'incident et que c'est bien cadré, pourquoi pas, hein. Ça peut surtout permettre de démontrer à la Ligue et aux gens que en fait ce qui est le point de vue défendu et qu'on a défendu que ce soit au niveau du stade, au niveau du club ou même au niveau judiciaire quand il y a eu des procès, c'est que au jour d'aujourd'hui, ce qui crée le plus grand danger dans l'utilisation des fumigènes dans un stade, c'est que comme il y a ce risque justement d'être interpellé, c'est fait un peu n'importe comment dans l'urgence avec la peur, donc et c'est là où en fait ça devient dangereux entre guillemets, parce qu'on se rend bien compte que je vais prendre quelque chose qui est
un peu similaire à un stade. On voit des fumigènes qui sont devenus l'apanage de beaucoup dans les manifs, qui sont utilisés dans les mêmes configurations, j'ai envie de dire, qu'un stade, c'est-à-dire des gens regroupés les uns contre les autres. On n'a pas entendu parler de plus d'accidents que ça, puisque les gens qui les allument les tiennent à bout de bras et les gardent jusqu'à ce qu'ils aient fini de se consumer pour qu'il n'y ait pas de danger. Et en fait, c'est le point de vue qui est défendu depuis longtemps par les groupes de supporters, par l'ANS pour réclamer cette légalisation de la pyrotechnie. C'est de dire qu'un fumigène utilisé dans des conditions optimales d'utilisation n'est absolument pas dangereux. Et un exemple plus proche pour nous, ça pose de problème à personne quand les fumigènes sont craqués par centaines pour les accueils de bus, par exemple. Tout à fait. Exactement. Et moi je trouve ça intéressant, cette sensibilisation, pseudo-formation, ça peut aussi être un plus pour ceux qui vont craquer, parce que c'est toujours bien d'être sensibilisé. Mais j'ai quand même une petite question, Alex, par rapport à ça. Il y a encore certains membres des Indians, ou peut-être d'autres qui sont encore IDS suite à des craquages. Ça vous fait pas un truc un peu paradoxal comme sentiment là, le fait que là vous allez pouvoir avoir 16 mecs qui vont pouvoir craquer? Bien sûr, et dans les craqueurs de samedi, il y aura aussi des gens qui ont déjà été interdits de stade pour la pyrotechnie. On tenait à faire ça pour le petit clin d'œil. Et forcément, on pense à nos interdits quand on a le droit d'allumer des fumigènes dans un stade, alors qu'on a des gars qui sont encore interdits depuis le craquage de Dijon. Donc faut voir que ça commence à remonter. Forcément, on pense à eux, quoi. Et petite précision judiciaire, ils sont interdits de stade non pas pour avoir allumé des fumigènes, mais pour avoir facilité l'usage des fumigènes au sein du stade. Donc c'est là où en fait c'est encore plus douloureux et encore pire pour eux surtout. Ouais, c'est sûr que c'est assez paradoxal comme situation. Alex, dis-moi, est-ce que ce match de Grenoble a été programmé, vous l'avez su bien en avance, ou ça s'est fait un peu en soum-soum là sur les derniers jours? Non, nous après Grenoble, c'est une date qu'on avait cochée. C'est pour ça qu'on fait un accueil de bus aussi, parce que c'est le match de rentrée au stadium. Il y a eu que des matchs en juillet ou en août pour l'instant. Ouais. C'est un match aussi contre une équipe qui a lutté pour les premiers rôles avec nous la saison dernière. Donc on avait coché cette date d'entrée dans le calendrier, et ça s'est goupillé qu'on a pu faire le craquage à cette occasion-là. Donc c'est parfait. Ouais, c'est vrai, oui, Grenoble, ça nous rappelle des bons petits souvenirs, hein. Ces petits matchs de barrage, cet accueil de bus, c'est vrai que c'était magnifique. Du coup, tu nous confirmes aussi qu'il y a un accueil de bus, on a vu passer ça sur les réseaux tout à l'heure. Ouais, ça sera rendez-vous à 13h sous le pont du stadium. Et du coup, il faut amener des fumigènes aussi, là, on a le droit? Les fumigènes sont vivement recommandés. Donc 13h sous le pont du stadium, et après dans le stade on aura une animation. Il y aura une autre animation, il y aura des surprises, je sais pas, tu veux peut-être pas spoiler, j'en sais rien. Ça c'est toujours la surprise. Camille, on a déjà été assez spoilé. Bon, on spoilera pas, je sais pas. Il est vexé, Camille. C'est là où Camille devient journaliste. J'essaie de faire semblant d'être journaliste en fait. Est-ce qu'on va faire un buzz là, en direct là, t'as pas un truc à annoncer? Un buzz, non, le quiz va arriver peut-être après, peut-être qu'on pourra buzzer, mais pas plus. On va te garder un petit peu avec nous parce qu'on va faire les pronos. On n'a pas trop parlé du match, on n'en parlera pas trop. Juste nous pour vous dire que du côté de l'émission, ça va être un peu compliqué la semaine prochaine, parce qu'on a samedi Grenoble, on a Dunkerque mardi à 19h. On essaiera sûrement de décaler l'émission à 21h, à voir avec Radio Occitanie pour faire peut-être un débrief direct du match. Ça devrait être possible, hein, normalement. À voir. On vous tiendra au courant bien sûr sur tous les réseaux. Mais messieurs, sur ce match face à Grenoble, qu'est-ce qu'on voit comme résultat pour faire vos pronos, sachant qu'il n'y a plus de classement, je ne compte plus les points parce que j'ai la flemme et je l'avoue chaque semaine. Tu n'es pas fonctionnaire toi par hasard? Exactement. Clairement, Grenoble est en difficulté depuis le début de la saison. Normalement, derrière un match nul, on doit enchaîner 5 victoires consécutives. Donc, victoire du TEF 2-0 avec un doublé de Rissilé qui n'est plus suspendu normalement. Normalement, il revient, ouais.
Il revient. D'ailleurs, Winamax l'avait mis à 2,75 hier jusqu'à très tard dans la soirée. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû mettre des sous dessus sans savoir. Ils nous ont écoutés pour faire leur pronostic. Exactement. Nathan, non, Vincent. J'ai celui de Mehdi. Mais donne-nous celui. Il est moins fiable, donc je te le donne. Mehdi qui est en train de coucher les petites internes à Raymond-Nave. On l'embrasse. C'est chaud ça, j'ai coupé au montage. 2-1 pour le TFC, but de Jean Rau et de Nicolas Issan. Il mise sur les recrues. Nathan. 3-1, doublé de Onayou et il est une attaque en feu. Après moi j'ai un peu peur que voilà, on sait que Grenoble c'est pas forcément l'équipe qui tourne en ce moment, mais vu qu'ils ont gagné contre Nîmes, bon il n'y a pas forcément la manière, mais il y a la victoire. Il n'y a pas le gardien surtout en face. J'ai peur qu'on les relance, donc bon je vois quand même une victoire de Toulouse, mais 1-0, je veux dire les buts de il est 1-0, mais restons prudents. T'es pas très confiant. C'est pas que je suis pas très confiant, mais il faut pas qu'on se voit trop beau. La preuve contre le Havre, on avait quand même des pronostics positifs et au final, bon. Après, j'avais misé le 0-0. Ah, il y a des faits de jeu et tout, mais attention. Voilà, attention, c'est tout. Alex. 3-0 doublé de ID et un but de Van Den Boomen dans un stadium en feu. C'est l'artifice. Ouais. Un stadium en feu au début de match. Attention, un stadium en feu au début de match. Moi, je suis plus sur du 3-1. Moi, je verrais. Plus 3-1 et les buteurs Ado, je trouve qu'il pas encore. Non, Ratao, on va mettre un but de Ratao. Personne l'a encore signifié. Si dans le groupe, je vois bien un petit but de Ratao. J'ai envie de le voir à l'œuvre. Et Spirins qui pourrait marquer son petit but et Dessler, tiens pourquoi pas. Putain, tu fais chier. Bah, moi j'ai mis 3-0, il est Van Gogh Dessler, donc je me fais spoiler par tout le monde. Désolé. Voilà. T'avais qu'à donner tes pronostics en premier. Hein. Ouais, c'est pas faux. Hein. Surtout qu'en plus tu t'es demandé, mais t'as voulu préférer Mehdi. Donc tu vois, je suis trop de gauche. Hein. Exactement. Il nous reste quelques minutes. Alex, est-ce que tu comptes libérer ou tu restes avec nous pour le quiz? C'était une bonne soirée. Hein. je te confirme, le quiz quand t'es au téléphone, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alex, merci pour toutes les infos. Donc rendez-vous 13h sous le pont, 15h pour le coup d'envoi, de la pyrotechnie, plein de surprises et une victoire du TEF, c'est ça? C'est bien ça. Allez, écoute, passe une belle soirée. On te dit à samedi. À samedi, bonne soirée tout le monde. Ciao. Merci. Messieurs, il nous reste quelques minutes. On va finir en beauté avec un petit quiz. Tu vois, on a bien fait de le prévoir. On en a parlé cet après-midi. Je dis prévois-le, on sait jamais. Il y a 3-4 questions, il reste 2 minutes. Ça fait 3 mois qu'il est prévu qu'on n'a jamais pu le faire. Exact, c'est à peu près ça, exactement. On va entamer ce quiz. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Alors, c'est le quiz de Toulouse 3 de la saison dernière, apparemment. Oxens, on t'écoute. Non, c'est vrai que c'était le quiz en fait que j'avais prévu pour la semaine dernière et c'était spécial la trêve en stats. Bon, du coup, on est encore dans le thème. C'est 5 questions, c'est toujours le même thème, mais bon, du coup, j'ai mis à jour. C'est tout. T'as 3 minutes, donc faut que tu tiennes 3 minutes. Donc ne sois pas trop rapide, sois un petit peu long aussi en même temps. Le poteau de corner à la 93e, là, je temporise. Ok. 3 minutes, tu connais Vincent, toi? Pardon? Vas-y, Oxens. Bon, je connais. Question rapidité. Le TFC est donc la meilleure attaque actuelle de Ligue 2 avec maintenant 14 buts marqués en 7 matchs. Mais quelle est la différence de but? Plus 8? Non. Je participerai pas, j'avais l'équipe ouverte. Rapidité. Je suis pas JB. Plus 10? Non. Plus 12? Non. Plus 11? Non plus. C'est moins. Plus 9? C'est plus 7. Plus 6. Là, combien t'as dit? 9. Plus 9. 9. Plus 9. C'est Camille qui l'a dit? Ouais, c'est Camille qui l'a dit. Ouais. Attends, plus 9. on a gagné souvent un 0, non, c'est pas ça? Ouais, mais c'est un total de 14 buts pour et 5 concédés. Donc du coup, ça fait plus 9. Il est bon en maths. J'enchaîne. Il faut aussi souligner le début de saison Tony Truant de Van Den Boomen, du coup on en a un peu parlé déjà, qui est le joueur le plus décisif de Ligue 2 avec Ben Raoult de Nîmes. Mais sur combien de buts il est impliqué? 7 plus 2, 9. 8. Oh, ça, 8. Non, j'ai dit 12. Alors... Bah 8 du coup. Si bravo. Il est bon en maths, mais il est mauvais en. Ouais, ça promet. Non, pardon, c'est moi qui me suis raté du coup. C'est pas grave. C'était bien 8. Non, mais on a compris que tu lui donnes des points. On pas le point pour Mathis. Non, mais on a vu le favoritisme. Mathis sera jamais rien. Hein. Il vient de dictature lui là-bas. Heureusement que je suis honnête. C'est déjà une dictature. Ouais, c'est vrai. Non, alors pardon, du coup c'était effectivement 8, pardon. 2 buts et 6 passes D maintenant. Donc, voilà. C'est beau, hein. 6 passes D, dont 5 corners, non? Je sais pas exactement. Plus le 6 passes D, ouais, ça doit être sûrement ça. Donc voilà. Bon, j'enchaîne du coup. Oui. J'espère que ça vous allez. Il te reste moins d'une minute. Pas de souci. Cette saison, la principale force de Toulouse, donc, c'est les coups de pied arrêtés avec Van Den Boomen à la baguette. Donc, combien de buts inscrits sur coups de pied arrêtés? 5. Non. 6. 7. Ouais, 7. Là, par contre, c'est bon. Là, 7 sur 14, donc ouais.
La moitié donc. Quatrième question. Autre record du TFC cette saison. Combien de buts le TFC a-t-il inscrit en première période? 8. 8. Non. 10. Ouais, 10. C'est ça. Et d'après ce que j'ai vu, c'est le record de l'histoire de la Ligue 2 en poule unique. Et donc pour terminer, du coup, cette fois c'est 10 secondes. Un tour de rôle. Un tour de rôle. Il est ambitieux. Baptiste Lampel, de la jeunesse. Enfin, Toulouse signe donc une belle performance aussi concernant le nombre de buteurs différents. À vous de m'en citer 13. à tour de rôle. Ah. Van den Boomen. Il y en a 7. Ado. Il y en a 7. Il est. Un tour de rôle. Ratao. Non. Bah non. Alors il y a Ado, oui. Et ben on terminera la semaine prochaine parce que les gars on doit rendre l'antenne, il est déjà 21h. Donc donne-nous rapidement les. Il y a des affaires. Bon, je fais vite. Rapide, mais je crois que c'est Yves qui a gagné le quiz de toute façon. Il est Ado, Nguino, Van den Boomen, Roux, Gabrielsen et De Jager. Allez, ben parfait, merci Mathieu Oxens. Dessoli. On se dit à la semaine prochaine. Normalement on sera là vers 21h. On va essayer de demander le petit décalage de Radio Occitanie. On se retrouve quoi qu'il arrive la semaine prochaine sur 88.3 et en replay sur les Spotify, YouTube, etc. Merci à tous. Bisous, bye bye.